Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Smart Impact. Vous le savez, c'est l'émission de la transition écologique, c'est l'émission de la RSE, c'est 3 lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec une invitée principale aujourd'hui, c'est Alizée Lozakmer, cofondatrice de l'association Make Sense. Depuis une décennie, cette association accompagne des entrepreneurs, plus de 8000 entrepreneurs dans leur mutation vers un modèle à impact positif. Les détails juste après ces titres. Notre débat, il portera aujourd'hui sur la décarbonation des sites industriels. On verra notamment quels financements sont ouverts avec le plan France Relance. Il y a des opportunités. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, elle s'appelle Seconde Chance et elle propose des sneakers, des baskets en langage de quinca, recyclés et consignés. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est tout de suite. Bonjour Alizée Lozakmer, bienvenue. Bonjour, vous merci. êtes cofondatrice, directrice des partenariats de Make Sense. C'est une association que vous avez créée en 2010. C'était quoi l'idée, l'ambition de départ de Make Sense ? L'ambition de départ, elle est assez simple. Elle était en 2010, on est un groupe d'étudiants et on voit qu'il y a de plus en plus de gens et beaucoup de jeunes qui ont envie de s'engager, qui ont envie de se rendre utiles et qui commencent à sentir qu'il y a des enjeux qui se multiplient. Et on se dit comment est-ce qu'on peut permettre à toutes ces personnes de s'engager qui ne savent pas forcément comment le faire. Et puis en parallèle, il y a un mouvement qui émerge et qui est celui de l'entrepreneuriat social et environnemental ou de l'entrepreneuriat impact. Et on se dit, en fait, on va permettre à des entrepreneurs de se connecter avec des gens qui ont envie de les aider, d'organiser des ateliers, des programmes d'accompagnement pour que les uns se sentent utiles et aident au développement des entreprises positives des autres. Alors, quelques chiffres d'une décennie d'engagement, 200 000 personnes engagées, 8 000 entrepreneurs soutenus, plus de 400 partenaires institutionnels et une équipe de 120 personnes. 120 personnes, c'est beaucoup. Qui vous finance ? Vous êtes une association ? Depuis 10 ans, on a développé différentes activités. On a le cœur de notre activité qui est une activité non lucrative, donc qui est l'engagement des citoyens, l'accompagnement des entrepreneurs, qu'on finance avec des partenaires. Ça peut être des partenaires publics, ça peut être des sponsors, ça peut être des fondations. Et puis, on s'est aperçu que toutes les méthodes qu'on développait pour créer de l'engagement et accompagner des projets étaient utiles aussi pour les entreprises plus traditionnelles qui avaient, elles aussi, envie de se transformer, de former leurs collaborateurs, de développer des nouvelles façons de faire. Donc, on accompagne aujourd'hui plusieurs centaines d'entreprises ou d'institutions dans leur transformation. Donc, c'est aussi des services qui nous permettent de développer notre modèle économique. D'accord, parce que ces services, ils sont financés par les personnes qu'on accompagne. Ok, c'est bien compris. Vous avez initié récemment une tribune pour défendre l'action comme seul remède à la crise. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est notamment les actions individuelles, nos gestes du quotidien. Pourquoi vous avez tenu à lancer, à signer cette tribune ? En fait, on a pendant longtemps parlé des colibris, des petits pas, de dire que chacun pouvait contribuer. Et puis, depuis quelques années, on se rend bien compte que ça ne suffit pas et qu'il y a aussi la responsabilité des entreprises, des institutions, des politiques pour changer. Mais de l'autre côté, on n'a pas non plus envie de tomber dans chacune de nos actions ne sert à rien et donc tout repose sur les entreprises ou les institutions. Oui, c'est l'aquabonisme en quelque sorte, quoi. Et donc on s'est dit, oui, l'action individuelle n'est pas suffisante, elle reste nécessaire, elle reste à la fois nécessaire pour montrer aussi à nos dirigeants qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain, mais elle est aussi nécessaire pour les personnes, puisque face à l'angoisse montante, parfois, on le voit notamment chez les jeunes, face à la situation notamment climatique, agir, c'est une certaine forme d'optimisme et une façon en fait de se mettre en mouvement, même si on a l'impression que les enjeux nous dépassent. Ouais. Est-ce que vous êtes pour une transition radicale ? Vous êtes plutôt Jadot ou Rousseau ? Je ne sais pas si je suis Jadot ou Rousseau. En tout cas, je pense que revenir, alors radical, ça veut dire revenir à la racine, mais je suis plutôt pour une transition radicale dans la mesure où on le voit transformer aujourd'hui nos modèles à la marge. C'est bien, mais ça ne suffira pas. Et parfois, il faut revenir à l'essence même de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi. On le voit par exemple sur les émissions de CO2. Si on change les émissions de CO2, les 10-20 premiers % des émissions d'une entreprise, elles sont assez facilement assez facile à réduire. Par contre, si on veut vraiment atteindre zéro, il faut changer le modèle dans son cœur. Ouais. Alors, il y a évidemment beaucoup de leviers de la transition. On les détaille ici tous les jours. Il y a celui des consommateurs, il y a celui évidemment des talents à embaucher, celui de la finance qui est majeur, et puis le cadre réglementaire. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tous les lister, mais je voudrais commencer sur les consommateurs et ce que vous prônez, et avec l'exemple de l'application Yuka.
je trouve que c'est très intéressant la résistance du secteur de la charcuterie aujourd'hui, qui attaque Yuka, qui essaye vraiment de freiner le mouvement Yuka. Comment vous analysez ce qui est en train de se passer, vous qui conseillez des entrepreneurs dans leur transition? Ce qu'on voit, c'est que d'un côté, il y a les citoyens, les consommateurs qui ont envie de consommer mieux. Et la force de Yuka, c'est de les agréger. Et on dépasse juste des actions individuelles. Et ensemble, on montre, regardez, il y a des millions de personnes qui veulent consommer différent. Et c'est cette organisation des actions individuelles qui crée du pouvoir face aux législateurs ou face aux entreprises. Évidemment, les entreprises de l'autre côté n'ont pas forcément intérêt direct, ou en tout cas, certaines estiment qu'elles n'ont pas un intérêt direct à se transformer. Je pense que le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prime au vice, comme on l'appelle, c'est-à-dire que produire en polluant n'est pas valorisé à son juste coût. Et donc, en fait, ça coûte moins cher de polluer ou de faire fabriquer à l'autre bout de la planète que de le faire dans le respect de l'environnement et des personnes. Et donc, les entreprises, si elles regardent uniquement leur compte de résultats, en fait, mal faire coûte moins cher. Et donc, aujourd'hui, c'est une vision court-termiste. C'est une vision extrêmement court-termiste parce que évidemment, il y a déjà les consommateurs qui commencent à pousser. Et puis, évidemment, qu'on payera tous, en fait, le prix un jour des catastrophes sociales et environnementales. Ouais, donc, ça veut dire qu'on est en campagne présidentielle, elle a d'ores et déjà commencé. Il y aurait une mesure de modulation des taxes, peut-être, éventuellement, pour privilégier les entreprises qui sont à impact positif oui, tout à fait. et un peu freiner les autres, si j'ose dire. En fait, il faut qu'on réussisse à trouver des modèles pour payer le vrai prix des choses et donc que les externalités négatives soient payantes. Alors ça peut être en effet se dire on diminue la TVA ou on l'augmente en fonction des émissions CO2 par exemple. Et puis ça peut être créer une comptabilité avec à la fois la partie économique mais aussi environnementale et sociale et faire payer le juste prix des choses. Je voudrais qu'on parle de finance maintenant, la finance responsable qui pèse de plus en plus lourd. Est-ce que vous pensez que déjà il faut la canaliser pour savoir où on est? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se réclament de la finance responsable, beaucoup d'organismes financiers qui disent « ça y est, maintenant on y va », etc. Je pense que la finance responsable dans son ensemble, c'est quand même une vaste blague dans la mesure où si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ces fonds qui se disent responsables, c'est rarement très, très joli. Aujourd'hui, je crois qu'on a un vrai problème, c'est-à-dire que même si on a des milliards à investir, en fait, il faut développer les entreprises qui seront elles-mêmes responsables. Et aujourd'hui, un fonds qui a des milliards à investir, il ne va pas trouver les entreprises. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas privilégier ou valoriser le chemin? Vous savez, c'est les entreprises même qui partent d'une énergie, d'une industrie carbonée, d'une histoire carbonée, et qui quand même sont en train de réaliser leur mutation. Et donc à ce moment-là, on les intègre quand même à un bilan de finance responsable. Vous voyez ce que je veux dire? Le chemin est clairement à faire, parce qu'on a la majorité des entreprises qui aujourd'hui ont besoin de se transformer. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que les fonds de la finance responsable investissent tous dans la transformation de ces entreprises. Et on le voit aujourd'hui même, alors c'est pas la finance responsable, mais les aides d'État qui ne sont sans aucune conditionnalité sociale ou environnementale. C'est un problème, puisqu'aujourd'hui, il faudrait que l'ensemble de l'argent public et de la finance responsable soit investi avec des vraies garanties de transformation à minima sociale ou environnementale. Ouais. Quand le directeur général de la Maïf, Pascal Demurger, qu'on a reçu ici même la saison dernière, dit le jour où Bayer a racheté Monsanto, on a vendu nos actions, on le fait pas seulement par conviction, mais aussi pour notre attractivité. C'est intéressant parce que y a pas mal de patrons qui commencent à dire ça. C'est-à-dire que c'est tout simplement notre cœur de business qui est en jeu avec les investissements et les choix de finances que l'on fait. Alors il y a à la fois les consommateurs, les clients, les sociétaires de la Maïf qui, en plus, comme c'est une assurance engagée, qui vont attendre ça de la Maïf. Et puis vous le mentionnez tout à l'heure, les talents. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes questionnent leur entreprise, mais qu'est-ce qu'on fait sur tel et tel sujet, et sont prêts aujourd'hui à partir si l'entreprise ne respecte pas un certain nombre de valeurs. On a beaucoup brassé d'idées et de généralités, mais je voudrais donner un exemple de secteur que vous avez conseillé, c'est celui des opérateurs téléphoniques qui ont adopté l'application Roger Voice. C'est quoi déjà Roger Voice ? Roger Voice, c'est créé par Olivier Janel. L'objectif, c'est de permettre aux personnes sourdes et malentendantes de téléphoner. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais en fait, quand on ne peut pas téléphoner, on se coupe d'un grand nombre de services et parfois même au péril de sa vie, puisqu'on ne peut pas appeler un médecin, on ne peut pas appeler les urgences. Donc, il a développé une technologie qui permet de traduire directement la voix
en texte par la téléphonie. Et donc aujourd'hui, en effet, il est en partenariat avec les grands opérateurs téléphoniques qui sont obligés de proposer ce service-là, un service en tout cas d'accessibilité à leurs clients. Et quel rôle vous avez joué? Alors Roger Voice, Olivier, moi je l'ai rencontré au tout début. Il avait son idée, il commençait à avoir la techno avec son associé. Et en fait, on l'a aidé à lancer le projet, à négocier les premiers clients, faire une première campagne de crowdfunding pour avoir des premiers fonds, puis progressivement à négocier avec les grands opérateurs. Et donc on le suit encore dans le développement progressif de son entreprise, donc sur des enjeux commerciaux, des enjeux humains, des enjeux de financement par exemple. Merci beaucoup, merci Alizé Lozac. Bon vent à Make Sense. On espère vous retrouver bientôt sur Bismart. Notre débat maintenant sur la décarbonation des sites industriels. Comment accélérer la décarbonation des sites industriels? Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Yannick Labro, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de Neutrali. Martin Monin, bonjour. Bonjour. Directeur marque et communication chez Monin. On va présenter vos entreprises. Monin, entreprise familiale. C'est quoi votre cœur de métier? On propose des solutions aromatiques aux professionnels du bar, du restaurant, des hôtels dans le monde entier. On a des sites un peu partout dans le monde et on essaye de vraiment accompagner nos clients dans leur business, dans la réussite de leur business, grâce à des boissons toujours plus intéressantes. Donc c'est des sirops, mais pas que, c'est ça? Voilà, exactement. Je dis ça avec mes mots. Neutrali, en quelques mots? Oui, alors Neutrali, c'est une filiale du groupe Enalia. Enalia, c'est un groupe français qui comprend 5 sociétés qui sont expertes dans les économies d'énergie et donc qui accompagnent les entreprises et les particuliers à réduire leur impact environnemental. Enalia, c'est aujourd'hui 160 collaborateurs répartis sur 3 sites géographiques, donc Paris, Nantes et Lyon, pour 360 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Et Neutrali, c'est la filiale qui s'intéresse aux entreprises et plus particulièrement aux industriels. Et donc, vous conseillez les industriels dans leur transition écologique, dans leur décarbonation, c'est ça? Exactement. Neutrali a 2 expertises fortes aujourd'hui. Une expertise technique en tant que bureau d'études en efficacité énergétique et une expertise financière pour leur apporter les solutions et de financement par rapport aux travaux qu'ils peuvent engager. Oui. Alors, chez Monin, vos enjeux, c'est quoi? C'est l'eau, peut-être, le premier enjeu? Oui, tout à fait. C'est l'eau. Et donc, on travaille beaucoup à réduire, bien sûr, notre utilisation d'eau, mais on est aussi en train de lancer un projet pilote avec l'INSA de Toulouse et l'Office international de l'eau, soutenu par l'Union européenne, pour arriver à une solution de zéro rejet liquide, qui permet vraiment de séparer complètement l'eau des déchets organiques, qui sont pour nous surtout du sucre et des sels minéraux, et d'arriver à faire cela grâce à de la filtration membranaire. Donc en gros, on projette les effluents sur des membranes avec des trous microscopiques, et ça permet d'avoir une eau 100% propre qu'on réutilise dans nos cycles de production, et puis de valoriser les déchets organiques via de la méthanisation. Et grâce à, donc ça c'est de la recherche et développement, vous espérez économiser combien d'eau par rapport à votre consommation annuelle actuelle? Alors on est seulement dans une solution de pilote pour l'instant, on a beaucoup de... C'est trop difficile de modéliser aujourd'hui. Trop tôt, mais en tout cas on est la première entreprise à faire ça en Europe et on a beaucoup d'espoir. C'est intéressant, Yannick Labro, parce que l'innovation, la recherche et le développement, c'est un levier important, c'est l'un des leviers que vous actionnez auprès de vos clients? Alors, je dirais pas... c'est pas forcément le premier? Alors voilà, c'est pas forcément le premier. En fait, il y a peut-être 2 niveaux de lecture en termes de R&D, je dirais, pour ce qui est recherche et développement, pour ce qui est du développement de nouvelles technologies, nouvelles techniques. Nous, on ne travaille pas sur ces sujets-là. Là, il y a souvent des fabricants d'équipements, donc ça peut être des chaudières, des groupes froids, de matériaux process qui vont travailler sur ces sujets-là. Nous, on n'est pas là-dessus. On va plus être, si on veut rapprocher ça de la recherche et développement, c'est comment, sur site industriel, comment on aide les patrons d'industrie à faire de la recherche et aller chercher les économies de mégawattheures sur leur site. Qui existent et qui sont, entre guillemets, je mets plein de guillemets, faciles à trouver? Exactement. Plus facile à trouver qu'en lançant 2 ans de recherche et développement, quoi. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. C'est qu'il y a vraiment plusieurs niveaux d'action possibles. Il y a des gros projets, des grands investissements qu'on peut mener qui vont effectivement décarboner l'activité industrielle à grande échelle.
Mais il y a aussi des petits projets, je dirais, des projets à échelle très locale qui vont concerner l'équipement du site, qui vont concerner son process. Et donc là, on va pouvoir aller trouver des solutions faciles à mettre en œuvre, peu coûteuses, et qui vont permettre de générer des petites victoires. Le but, c'est de capitaliser sur ces petites victoires, de donner confiance à l'industriel, d'aller sur cette décarbonation pour ensuite entamer des grands projets. Ouais. Martin Monin, il y a eu des petites victoires avant de lancer ce programme de recherche et développement? Oui, tout à fait. Par exemple, du calorifugage, c'est-à-dire qu'on va isoler certains tuyaux et certaines parties de nos process, par exemple la pasteurisation, donc qui chauffe l'eau à plus de 70 degrés. Et donc on isole ces machines avec des matelas qui permettent de gagner 10 à 15% d'énergie pour chauffer l'eau. C'est des petites choses, mais qui rendent le travail concret, parce que c'est ça tout l'enjeu. On veut impulser un changement radical de business model, transformer l'entreprise, mais il faut arriver à tenir ça sur le temps long et à montrer au quotidien comment on peut mettre ça en œuvre. Donc ça suppose quoi? Ça suppose d'abord des investissements, d'accepter de dépenser de l'argent pour ensuite avoir un retour qui sera lié, on en parlait dans la première partie de l'émission, à l'image de l'entreprise, à son bilan RSE, à sa capacité à embaucher, à retenir les talents, à être financé. C'est vraiment ce modèle-là que vous avez en tête? Alors il y a tout ça. D'abord on dépense et puis ensuite ça revient? Moi je dirais quand même qu'avant tout ça, il y a besoin d'un changement de vision assez fort, parce qu'on voit qu'il y a une urgence climatique, on n'a plus besoin qu'on nous le démontre. Et en tant qu'acteur de la société, en tant qu'entreprise, on a besoin, à mon avis, de se poser la question comment on va se mettre au service d'une transition de société. Il faut qu'on passe d'un modèle de société à un autre. Et donc pour nous, la manière dont on essaye de travailler ça, c'est de se dire on va passer d'un modèle d'exploitation où on exploite les ressources, on essaie de toujours capter plus, les arbres sont des réservoirs de carbone, les animaux sont des réservoirs de calories, les humains sont des réserves de travail, tout est exploité, à un modèle qu'on essaye d'appeler de régénération, où là, en ce qui concerne la nature, on ne va pas juste chercher à la protéger, à la préserver, mais aussi à la réenrichir, à la rendre plus fertile qu'auparavant. Et pour le travail, pour les êtres humains, c'est passer à un management peut-être de la confiance, un management où on n'est plus à considérer les autres comme des ressources productives, mais plutôt à donner de l'autonomie, de la responsabilité aux équipes. Oui, donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'impact positif. Yannick Labro, je reviens sur cette question de l'argent que ça coûte finalement, la décarbonation, parce que souvent, les premiers temps, il y a de l'économie d'énergie qui permet aussi de faire des économies sonnantes et trébuchantes, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais après, si on veut pousser le curseur un peu plus loin, là, ça coûte de l'argent et de l'investissement. Oui. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que, pour s'engager dans une démarche de décarbonation de son activité industrielle, je dirais que c'est le bon moment. Là, c'est maintenant, puisque, on le voit, les pouvoirs publics s'en emparent du sujet. Il y a des investissements, des subventions possibles qui se mettent en place, des solutions de financement. Le fonds de décarbonation de l'industrie, notamment dans le cadre du plan France Relance. Exactement, voilà, avec les 1,2 milliard d'euros qui ont été alloués à l'industrie dans le cadre de France Relance. Il y a des subventions publiques, donc de l'ADEME notamment, et également côté privé, des financements avec les certificats d'économie d'énergie, qui sont cumulables d'ailleurs aux subventions publiques. Et donc, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Et comme le disait Martin à l'instant, il y a aussi une prise de conscience générale de l'urgence climatique, de l'importance d'agir tout de suite. Donc, c'est le bon moment. Et effectivement, on va avoir, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu les petites victoires. Il faut être capable de capitaliser sur ces petites victoires qui vont d'ailleurs générer de l'argent qu'on peut réinvestir pour aller sur des plus grands projets. Mais il y a encore une fois plusieurs niveaux d'action possibles. Si vous voulez, si on prend un exemple assez simple d'une chaudière qui est souvent un équipement qui est très énergivore sur un site industriel, on peut très bien remplacer sa chaudière, mettre une chaudière très performante. Donc là, oui, ça va être coûteux. Oui, vous allez avoir des solutions de financement, mais il y a quand même un reste à charge qui va être important, même si vous allez dégager des économies d'énergie conséquentes. Mais avant de remplacer sa chaudière, on peut déjà se poser la question, est-ce qu'elle est bien réglée? Est-ce qu'elle est correctement dimensionné par rapport à mon juste besoin. Parce que c'est ça aussi la difficulté que mes équipes peuvent voir sur le terrain, c'est que souvent les équipements sont surdimensionnés et ne répondent pas aux justes besoins. 1,2 milliard d'euros, vous l'avez dit dans le cadre de ce plan France Relance. Il y a quel
je ne sais pas si vous avez la réponse, hein, c'est pas une colle, mais il y a quel pourcentage de somme qui a été déjà alloué? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'argent disponible, si j'ose dire? Et là, je m'adresse aux chefs d'entreprise qui nous regardent, qui connaissaient peut-être pas forcément ce fonds et qui se disent tiens, ça peut m'intéresser. Alors, effectivement, ça, je ne saurais pas vous donner le chiffre précis. En fait, ce qui se passe dans ce fonds, c'est qu'il y a vraiment plusieurs subventions possibles. Notamment, l'ADEME a mis en place donc, des appels à projets pour la décarbonation. Et il y a une clôture des candidatures qui est effectuée là au 14 octobre. Donc, il y a jusqu'au 14 octobre pour déposer des dossiers de demande de financement par l'ADEME. Et après, les dossiers sont étudiés et les subventions sont allouées ou non. Et je le rappelle, c'est cumulable au financement privé des certificats d'économie d'énergie qui, eux, perdurent dans le temps et qui ne sont pas timés au 14 octobre. Martin Monin, vous connaissiez ce fonds? Oui, alors nous on n'en est que à la partie études, même s'il y a des petites choses, des petits quick wins qu'on a mis en place, mais les gros projets, ça, on est encore à une phase d'études, même si pour de nouvelles usines qu'on construit, on les construit plus du tout de la même manière qu'il y a 10 ans, donc ça, on est déjà dans un changement de rapport aux choses. Après, l'enjeu pour nous, c'est aussi de travailler avec les autres acteurs, nos partenaires, et je dirais d'ouvrir un peu les portes de l'entreprise, donc de faire travailler des universités, des chercheurs, les collectivités locales qui sont demandeuses aussi d'entreprises innovantes dans leur région. Donc pour nous, c'est comment on ne va pas y arriver tout seul. Et comment on peut emmener nos partenaires avec nous. Je voudrais qu'on termine sur la notion de concentration des sites industriels. L'industrie représente 21% des émissions françaises de gaz à effet de serre et 80% de ces émissions proviennent de 700 sites. Ce qui peut être, Yannick Labro, relativement encourageant, ça peut rendre optimiste parce qu'on se dit finalement 700 sites, c'est pas énorme. Si on investit beaucoup d'intelligence collective et d'argent sur ces sites, on va progresser vite. Alors, oui, vous avez tout à fait raison. Il y a actuellement en France à peu près 250 000 industries, dont 1300 qui sont soumises au système d'échange européen des quotas d'émissions carbone. Et donc voilà, ces 700 entreprises que vous mentionnez font partie de ces 1300-là. Donc oui, elles sont connues. Ce sont de très gros consommateurs de combustible. Et donc, le fait d'aller de manière prioritaire sur ces sites-là pour agir permet effectivement de décarboner de manière plus importante l'activité industrielle au global. Puisqu'effectivement, sur les 20% d'émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, l'industrie, c'est 12 à 13% de l'emploi et du PIB. Donc on voit déjà qu'il y a un décalage. Et donc essayer de raccorder un peu ces chiffres serait intéressant. Donc oui, les plus gros consommateurs sont évidemment des sujets importants. Mais il ne faut pas laisser de côté les petites et moyennes industries. Enfin, vraiment, il y a des bons et des moins bons élèves partout, dans tous les secteurs et dans toutes les tailles d'industrie. Donc, c'est aussi un élan massif qu'il faut porter et tout le monde a sa part à faire. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'était vraiment très intéressant. On passe à Smart Ideas. Alors, c'est la case start-up de l'émission. Aujourd'hui, on parle de sneakers recyclables, mais surtout consignés. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Seconde Chance. Bonjour Maxence Collin. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de cette marque de sneakers engagés créée il y a moins d'un an. C'était novembre dernier. C'était quoi votre idée de départ, votre envie de départ ? Notre envie de départ, c'était vraiment de créer une entreprise qui ait des valeurs fortes, sociales et humaines et écologiques. Étant des passionnés de basket avec la cofondatrice, on voulait vraiment s'engager dans cette démarche. Et on savait justement par rapport au monde de la basket que la vraie problématique du secteur, c'était la fin de vie de ces baskets. Et donc du coup, on a voulu s'attaquer à cette problématique. On a d'abord travaillé avec un bureau d'études pendant plus de 6 mois justement pour construire notre modèle qui va être du coup le 100% made in France, la consigne, la recyclabilité et la traçabilité aussi. Ouais. Alors on va évidemment développer l'aspect consigne parce que ça peut sembler surprenant pour des baskets ou des sneakers. Peut-être un mot du modèle de distribution. Vous avez choisi quoi? Un modèle 100% digital? 100% digital dans un premier temps. Et on souhaite après, pour pouvoir justement croître, partir sur des pop-up stores. Voilà. Ok, donc ça c'est la vision d'avenir. La recyclabilité, c'est quoi la matière première des sneakers Seconde Chance? Alors du coup, nous justement par rapport à cette
cette étude qu'on a pu réaliser avec le bureau d'études, on savait que du coup, moins la basket a de matériaux, plus elle sera facile à recycler. Du coup, nous, on a travaillé avec 2 industriels en fait, qui, eux, aujourd'hui, ont des technologies de recyclage. Et donc, du coup, on a construit notre modèle à partir de ces technologies. Donc, du coup, on a pu travailler qu'avec 2 matériaux. Donc, qui est le polyester. Donc, nous, on a fait le choix du polyester recyclé. Et le PVC, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le PVC, il a une grande capacité à être recyclé. Il peut être recyclé jusqu'à 8 fois sans réajouter de la matière neutre. Et donc, vous avez trouvé des partenaires en France, puisqu'il y avait aussi cette volonté de proposer des baskets made in France. Oui, vraiment. C'est facile, ça ? Ça a été assez difficile. C'était vraiment notre volonté première. C'était vraiment d'avoir une chaîne de valeur qui soit 100% française. Donc, du coup, sur certaines parties de la basket, malheureusement, certains des partenaires existants en France n'étaient pas capables de s'adapter, par exemple, aux matériaux qu'on cherchait. Donc, on a dû travailler avec des industriels qui travaillent d'habitude avec l'aéronautique ou d'autres industries. D'accord. Et vous les avez trouvés? Ils sont basés dans quelle région, d'ailleurs? Par exemple, pour tout ce qui est le PVC, on travaille avec MCCP qui est situé en Vendée. Et après, on va dire nos 2 vraiment zones de partenariat, c'est tout ce qui est Cholet, donc l'ancienne industrie Bastion, tout ce qui est basket textile, et la zone Rhône-Alpes partant de Lyon jusqu'à justement Valence, l'Ardèche, voilà, toute cette partie-là. Alors la consigne, c'est vrai que c'est ce qui peut sembler surprenant quand on parle de basket et de sneakers. Alors c'est une idée qui n'est pas nouvelle, mais c'est une idée qui revient en force dans beaucoup de domaines. Comment vous la mettez en place, vous ? Alors vraiment, l'objectif de cette consigne, c'est ce que j'aime bien dire, c'est de créer des baskets recyclables qu'on ne récupère pas. Ça ne sert pas forcément à grand-chose. C'est pas très cohérent. Donc déjà, dans notre modèle, on savait qu'on avait ce besoin en fait de pouvoir récupérer ces baskets pour pouvoir les recycler. Et donc du coup, on s'est orienté sur le modèle allemand, qu'on avait pu nous connaître sur le fait quand on achète même une bouteille en verre de bière ou autre, du coup on ramène sa bouteille. Donc nous on est parti de ce modèle-là. Après on a interrogé on a fait une étude qualitative et quantitative pour comprendre un peu les véritables enjeux. Et c'est là que du coup on a défini en fait le prix de la consigne à 10 €, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop pénalisant pour le consommateur parce que du coup on va quand même l'immobiliser pendant un certain temps. Et donc du coup, que ça soit quand même assez abordable. Donc on est parti sur 10 €. Donc au final, c'est le prix de la basket qui est de 179 € plus 10 € de consigne. D'accord, on vous la renvoie en fait, tout simplement par la poste? Donc l'objectif, c'est vraiment que le consommateur, quand sa basket arrive en fin de vie, il puisse nous la renvoyer. Donc du coup, quand il nous la renvoie, nous, on lui propose plusieurs solutions, soit de lui réattribuer sa consigne, ou soit justement de pouvoir lui proposer un autre modèle. Et grâce à notre système de traçabilité de QR code, du coup, on est capable surtout de l'informer sur la fin de vie de sa basket. Parce que du coup, on avait fait une enquête et les gens, en fait, ils disent la consigne, c'est bien, mais qu'est-ce qu'elle devient? Et donc, du coup, grâce à ce système de traçabilité, on est capable de lui dire, parce que du coup, c'est la solution qu'on propose. Votre basket aujourd'hui va être recyclée. Mais même avant ça, on estime à 5% notre capacité à pouvoir remettre en état, pas réparer, je tiens, parce que s'il y a un trou, c'est difficile, mais remettre en état ces baskets retournées par nos clients pour les vendre en tant que seconde main. Donc on est vraiment dans un modèle de l'économie circulaire. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie. Maxence Collin d'être venu présenter Seconde Chance. Bon vent à votre toute jeune marque. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, évidemment, sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.